Bienvenue sur Récits de guerre, secret. Merci de nous suivre et de soutenir ce travail de mémoire. Pour nourrir le débat, je vous invite à laisser votre point de vue en commentaire. Nous commençons. Ma jambe gauche ne se plie plus, pas complètement. Elle reste figée à 90 degrés. Comme si le genou avait oublié comment être genou. Comme si les os à l'intérieur avaient décidé de devenir autre chose. Du marbre peut-être, ou du verre brisé, mal recollé. Ce matin, j'ai essayé de m'agenouiller pour ramasser une cuillère tombée. Mon corps a refusé. La douleur est montée comme une lame chauffée au rouge, du genou jusqu'à la hanche, jusqu'au cerveau. J'ai dû m'asseoir, attendre que ça passe. Ça ne passe jamais vraiment. Mon mari me regarde avec cette pitié que je déteste. « Laisse, Zofia, je vais la ramasser. » Mais je ne veux pas qu'il ramasse mes cuillères. Je ne veux pas être celle qu'on aide, celle qu'on plaint, celle dont la jambe ne marche plus comme il faut depuis 1943. 80 ans. 80 ans que je porte cette jambe étrangère. Cette jambe qui n'est plus tout à fait la mienne. Parce qu'une partie appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Un morceau d'os prélevé sur une femme dont je ne connaissais même pas le nom. Implanté en moi, sans mon consentement, sans anesthésie, sans humanité. Vous voulez savoir comment on transforme une femme en cobaye ? Comment on la dépouille de son corps comme on retire un manteau ? Je vais vous raconter. Mais pas comme vous l'attendez. Pas chronologiquement. Pas proprement. La mémoire ne fonctionne pas ainsi. Elle saute. Elle bondit. Elle revient frapper quand on ne s'y attend pas. Comme hier. J'épluchais des pommes de terre. Le couteau glissait sous la peau brune. Révélait la chair blanche dessous. Et soudain, j'étais de retour là-bas. Dans cette salle carrelée, avec le scalpel qui glissait sous ma peau à moi. Révélait l'os blanc dessous. J'ai vomi dans l'évier. Les pommes de terre sont tombées. Mon mari a couru. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Tout. Ravensbrück qui revient. Toujours. Laissez-moi commencer autrement. Par le commencement. Ou du moins, ce que je crois être le commencement. Je m'appelle Zofia Maczka. En 1941, j'avais 24 ans. J'étais professeure de mathématiques dans un lycée de Varsovie. J'aimais les chiffres, leur logique, leur prévisibilité. 2 plus 2 égale toujours 4. Jamais 5, jamais 3. Cette certitude me rassurait. Puis la guerre est venue. Et avec elle, l'illogique, l'imprévisible, l'incalculable. J'ai rejoint la résistance. Rien d'héroïque. Je transportais des messages, des faux papiers, des informations, dans mon cartable d'institutrice. Entre mes copies à corriger, personne ne soupçonne une jeune femme qui corrige des devoirs de géométrie, jusqu'à ce qu'il soupçonne. La Gestapo est venue un mardi, mars 1942. Il pleuvait. Je me souviens de la pluie contre la fenêtre de la classe, du bruit des bottes dans le couloir, du silence soudain des élèves. « Zofia Maczka ? Oui, venez avec nous. Pas de procès, pas d'accusation formelle, juste un train vers l'Allemagne, vers un endroit dont je n'avais jamais entendu parler. Ravensbrück, le camp des femmes. Nous étions entassés, 80 par wagon, peut-être 100. Impossible de s'asseoir, impossible de respirer correctement. L'air sentait la sueur, la peur, l'urine. Un seau dans le coin débordait. Une femme à côté de moi priait, en polonais, en latin, en yiddish. Elle mélangeait les langues, les prières, les dieux, comme si multiplier les supplications augmentait les chances d'être entendue. Elle est morte pendant le voyage, debout, maintenue verticale par la pression des corps. Nous l'avons portée ainsi pendant 2 jours, morte parmi les vivantes. Ses yeux ouverts nous regardaient, accusateurs. Quand les portes se sont ouvertes, elle est tombée la première, sur le quai de Fürstenberg. Les gardes ont ri. Déjà une de moins, efficace. Ravensbrück n'était pas comme Auschwitz.
Pas de cheminée crachant de la fumée humaine, pas de sélection immédiate, juste un lac, des forêts de pins, des baraquements en bois, presque jolis de loin, presque paisibles. De près, l'enfer avait des barreaux. On m'a rasé, tatoué. Le numéro 23 417 sur l'avant-bras gauche. Des chiffres. Encore des chiffres. Mais cela ne suivait aucune logique mathématique que je connaissais. Les premières semaines, j'ai travaillé à l'atelier de couture, coudre des uniformes pour les soldats allemands. Mes doigts saignaient. Les aiguilles perçaient la peau, encore et encore. Mais c'était supportable. D'autres travaillaient aux carrières. Elles mouraient en quelques mois. Un matin de juin, appel différent. Pas l'appel habituel où on comptait les vivantes et les mortes. Un appel médical. Toutes les Polonaises de moins de 35 ans, ici, nous étions environ 120, jeunes, encore assez fortes pour tenir debout sans aide. On nous a examinés. Comme du bétail. Dents, yeux, réflexes. Un médecin, SS, parcourait les rangs. Grand, 40 ans peut-être, visage dur. Il s'appelait Gebhardt, Karl Gebhardt, médecin personnel de Himmler. Je ne le savais pas encore. Il désignait celle-ci, celle-là. Non, pas elle, trop maigre. Oui, cette brune. J'étais la brune. On nous a emmenés vers un bâtiment séparé. Propre, trop propre. Ça sentait l'éther et quelque chose de métallique que je ne pouvais pas identifier. Du sang peut-être, ou de la peur distillée. Vous avez été sélectionné pour participer à une recherche médicale importante, a annoncé Gebhardt. Sa voix était neutre, professionnelle, comme s'il présentait un projet à l'université. Nos soldats blessés au front ont besoin de greffes osseuses, de transplantation musculaire. Nous devons perfectionner ces techniques. Vous allez nous y aider. Aider. Le mot flottait dans l'air stérilisé, comme si nous avions le choix, comme si c'était un service volontaire. Une femme a levé la main. Wanda, 28 ans, de Cracovie. Et si nous refusons, Gebhardt a souri. Pas avec les yeux, juste avec la bouche. Personne ne refuse, c'est un privilège. Vous recevrez de meilleure nourriture, un meilleur logement, et vous servirez la science médicale allemande. La science médicale allemande. Ces mots allaient devenir notre malédiction. On nous a installés dans un baraquement séparé, bloc 15. Des lits individuels, des couvertures, de la vraie soupe, du pain blanc même. Les autres prisonnières nous regardaient avec un mélange d'envie et de terreur. Elles savaient quelque chose que nous ne savions pas encore. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'écoutais les respirations autour de moi. 120 femmes qui respiraient, qui vivaient, qui ne savaient pas encore que dans 3 jours, nous deviendrions les lapins, les Kaninchen, les cobayes de Ravensbrück. Le premier, je me souviens du premier. Pas parce que c'était moi, parce que c'était Martha. Martha Krawczyk, 32 ans, institutrice comme moi, de Poznań. Elle avait des mains fines, des mains faites pour tenir la craie, pour corriger des cahiers, pour caresser les cheveux d'un enfant qui pleure. Ils l'ont emmenée un jeudi matin, 2 gardes, une infirmière. Ils ont dit son numéro, pas son nom, jamais nos noms. 23 289, viens, elle m'a regardé en passant. Ses yeux disaient quelque chose que je n'ai compris que plus tard. Un adieu peut-être, ou un avertissement. Elle est revenue 6 heures après, sur une civière, inconsciente. Sa jambe droite emmaillotée dans des bandages qui saignaient déjà à travers. Du sang rouge vif, artériel, vivant. On l'a posée sur son lit. L'infirmière prisonnière, une Allemande politique nommée Greta, a voulu changer les pansements. La gardienne a dit non. Le docteur viendra demain, ne touchez à rien. Cette nuit-là, Martha a crié.
des cris qui n'étaient pas humains, des cris d'animal pris au piège, blessé, mourant. On voulait l'aider, la toucher, la consoler. Mais comment ? Comment consoler quelqu'un dont on a volé un morceau de jambe ? Parce que c'est ce qu'ils avaient fait. Nous l'avons appris plus tard, par Greta qui avait assisté, qui avait tenu les instruments, qui n'avait pas eu le choix. Gebhardt avait ouvert la jambe de Martha, coupé la peau, écarté les muscles, exposé le tibia, puis il avait pris une scie chirurgicale, et il avait coupé un segment d'os, 10 cm, peut-être 12. Un morceau de Martha transformé en matériel d'expérimentation. Pour quoi faire ? Avions-nous demandé. Pour le greffer dans une autre femme, pour voir si l'os prend, si le corps accepte, si la greffe fonctionne. Nous avons regardé nos jambes, nos bras, nos corps qui n'étaient plus vraiment les nôtres, qui pouvaient être démontés, redistribués, échangés comme des pièces de rechange. Le lendemain, ils ont emmené Elena, 26 ans, de Łódź, danseuse avant la guerre. Ses jambes étaient sa vie, son art, son identité. Ils ont ouvert sa jambe gauche, même technique, même scie, même vol. Puis ils ont inséré l'os de Martha dans la plaie d'Elena. On fixé avec des vis en métal. On suturé, on bandé. Elena est revenue en hurlant, consciente cette fois. Il lui avait donné un peu d'anesthésie locale, juste assez pour qu'elle ne meure pas de choc, pas assez pour qu'elle ne sente rien. « Ça brûle !» sanglotait-elle. « Mon Dieu, ça brûle de l'intérieur !» Son corps rejetait l'os de Martha. Fièvre, infection, rejet immunitaire. Gebhardt observait, notait, mesurait la température, le pouls, la progression de l'inflammation. « Intéressant », murmurait-il. « Rejet en 48 heures. Plus rapide que prévu. Intéressant. Voilà ce qu'était notre souffrance. Intéressante. » 3 jours plus tard, ils ont réopéré Elena, sans anesthésie cette fois, pour retirer l'os rejeté, pour nettoyer l'infection, pour voir jusqu'où le corps humain pouvait supporter. Ses cris ont duré 20 minutes. Puis elle s'est tue, évanouie ou morte. Je ne savais pas. Je priais pour qu'elle soit morte. C'était plus miséricordieux, mais elle a survécu. Avec une jambe creuse, un trou dans le tibia où l'os étranger avait été arraché. Elle ne marcherait plus jamais normalement. La danseuse ne danserait plus. Mon tour est venu un mardi, 15 jours après Martha. J'avais observé, j'avais compté. 18 femmes opérées, 6 mortes d'infection, 12 survivantes mutilées. Les probabilités n'étaient pas en ma faveur. Ils m'ont attachée à une table, froide, métallique, nue de la taille aux pieds. La honte venait avant la douleur, être exposée ainsi, vulnérable, objet. Gebhardt était là, avec son assistant, Fischer. Fritz Fischer. Plus jeune, plus nerveux, il transpirait. Ses mains tremblaient légèrement. « Aujourd'hui, quelque chose de différent », a annoncé Gebhardt. « Nous allons tester la régénération musculaire. Pas d'os cette fois. Juste du muscle. » Il a montré ma cuisse droite. Le muscle vaste latéral, large, puissant. Nous allons en prélever un segment. Observer si la jambe conserve sa fonction sans lui. J'ai ouvert la bouche pour supplier, pour dire non, pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. La peur avait volé ma voix. Le scalpel a touché ma peau. J'ai senti la lame, froide d'abord, puis brûlante. Elle traçait une ligne, longue, profonde, de mon genou jusqu'à ma hanche. La douleur était blanche, aveuglante, totale. Elle remplissait l'univers entier. Il n'y avait plus que ça, douleur,
douleur, douleur. « Écarteur ?» demandait Gebhardt calmement. Fischer insérait des instruments en métal. Ouvrait ma chair comme on ouvre un livre. Je voyais, je ne voulais pas voir, mais je voyais. L'intérieur de ma jambe, rouge, vivant, battant. Bon muscle, bonne vascularisation. Gebhardt parlait comme s'il commentait un tableau. Prélevons 15 cm. Il a coupé, dans le muscle, dans ma chair vivante, avec un couteau, avec des ciseaux chirurgicaux. J'entendais le son, comme découper de la viande crue, parce que c'est ce que j'étais, de la viande. J'ai hurlé, un hurlement qui venait du fond de mes entrailles, du fond de mon âme, un hurlement qui disait « Je suis humaine, pas un morceau de viande, arrêtez, par pitié, arrêtez !» Ils n'ont pas arrêté. Fischer a placé mon muscle dans un récipient, en verre, rempli de solution saline. Mon muscle flottait là, séparé de moi, mais encore le mien, rouge, fibreux, obscène. Gebhardt a suturé, rapidement, grossièrement. Pas de points esthétiques, pas de souci pour la cicatrice. Juste fermer, arrêter l'hémorragie, me garder vivante, pour la prochaine fois. Parce qu'il y aurait une prochaine fois, toujours. On m'a ramenée au baraquement. J'ai regardé ma jambe, énorme, gonflée, bandée, étrangère. Ce n'était plus ma jambe, c'était la jambe d'un cobaye, d'une chose, d'une canine chaîne. Martha est venue près de mon lit, elle boitait. Sa jambe creuse la faisait claudiquer. « Ça va passer », a-t-elle menti. « La douleur va passer », elle mentait. La douleur ne passe jamais vraiment, elle se transforme, devient chronique, s'installe, comme un locataire qui refuse de partir. Cette nuit-là, nous étions 23 femmes mutilées dans le bloc 15, 23 lapins, certaines sans os, d'autres sans muscles, toutes sans dignité. Nous avons pleuré ensemble, silencieusement, pour ne pas réveiller les gardes, pour ne pas montrer notre faiblesse. Mais nous savions toutes. Ce n'était que le commencement. L'infection est venue le 3e jour, comme Gebhardt l'avait prévu, peut-être même espéré. Ma cuisse a doublé de volume. La peau tendue brillait, rouge, violacée par endroits. Quand je la touchais, je ne pouvais pas m'empêcher de toucher. Elle était brûlante. Comme si quelqu'un avait glissé des charbons ardents sous ma peau. La fièvre montait, 40 degrés, peut-être plus. Le thermomètre s'arrêtait à 42. Au-delà, il n'y avait plus de chiffres. Juste le délire. J'ai vu ma mère. Elle était assise au bord de mon lit. Elle portait sa robe bleue, celle du dimanche. « Zosia », disait-elle, mon diminutif d'enfance. « Pourquoi tu es restée si longtemps ? Le dîner refroidit. »« Maman, je ne peux pas rentrer. Je suis à Ravensbrück. »« Où ça ? Je ne connais pas cet endroit. C'est loin, très loin. » Elle a disparu. À sa place, Gebhardt. Réel, celui-là. Il examinait ma jambe, soulevait le pansement. L'odeur qui s'échappait était insoutenable. Viande pourrie, mort qui progresse. Infection massive, parfait, il notait dans son cahier. Nous allons laisser évoluer encore 48 heures pour observer la progression. Elle va mourir, a dit Greta, l'infirmière prisonnière. Sa voix tremblait. Possible, 50% de chance. C'est acceptable, acceptable. Ma mort était acceptable statistiquement, mais je n'ai pas voulu mourir. Pas pour leur donner satisfaction, pas pour devenir une ligne dans leur rapport. Sujet 23 417, décès par septicémie post-opératoire. Temps écoulé, 5 jours. Mon corps a combattu, fièvre, frissons, hallucinations, pendant 1 semaine. Puis l'infection a reflué, lentement, comme une marée mauvaise qui se retire.
laissant des débris sur la plage. Ma jambe a survécu, mutilée, creusée, mais vivante. Remarquable, a commenté Gebhardt lors de sa visite suivante. Résistance inattendue. Nous allons pouvoir l'utiliser à nouveau. À nouveau. Ces deux mots ont gelé mon sang. Mais avant mon tour, d'autres sont passés, chaque semaine. Parfois 2 fois par semaine. De nouvelles femmes emmenées, de nouvelles mutilations, de nouvelles données pour la science allemande. Ils ont commencé à varier les protocoles, à tester différentes hypothèses. Sur Christina, ils ont cassé le fémur, volontairement, avec un marteau chirurgical, pour observer comment l'os se ressoudait sans plâtre, sans immobilisation, juste la douleur et la gravité. Elle a essayé de marcher le lendemain. Son fémur brisé a traversé la peau. L'os blanc sortait de sa cuisse. Elle a hurlé, est tombée, ne s'est jamais relevée normalement. Sur Jadwiga, ils ont sectionné le nerf sciatique, complètement, pour voir si les nerfs pouvaient se régénérer. Sa jambe gauche est devenue morte, insensible. Elle la traînait comme un morceau de bois attaché à son bassin. Sur Wanda, celle qui avait osé demander si on pouvait refuser, ils ont prélevé des morceaux de 3 côtes, par curiosité scientifique, pour voir si le thorax conservait sa forme, si les poumons fonctionnaient normalement. Elle respirait difficilement maintenant. Chaque inspiration sifflait. Son thorax s'affaissait d'un côté, comme une maison dont on a retiré des poutres porteuses. Et puis, il y a eu ce jour d'octobre, un jour qui a tout changé. Une nouvelle doctoresse est arrivée. Hertha Oberhäuser, la seule femme médecin parmi eux. J'ai pensé, stupidement, naïvement, qu'une femme serait différente, qu'elle comprendrait, qu'elle aurait de la compassion. Je me trompais. Oberhäuser était pire, parce qu'elle savait. Elle savait ce que c'est d'avoir un corps de femme, d'avoir des seins, un utérus, des ovaires, de saigner chaque mois, de porter en soi la possibilité de la vie. Et elle utilisait ce savoir pour mieux nous détruire. Son premier jour, elle a fait le tour du bloc 15, nous a examinés, une par une. Ses mains étaient froides, ses yeux plus froids encore. Celle-ci a déjà été opérée 2 fois, disait-elle en montrant Martha. Bon sujet pour tester la résistance cumulative. Celle-là est jeune, excellente pour les expériences de régénération à long terme. Elle s'est arrêtée devant moi, à regarder mon dossier. Zofia Matschka, prélèvement musculaire il y a 6 semaines, infection sévère, survie inattendue. Elle a souri. Nous allons voir jusqu'où cette résistance peut aller. 2 jours plus tard, j'étais de retour sur la table. Mais cette fois, quelque chose était différent. Oberhäuser ne voulait pas juste prélever, elle voulait transplanter. Nous allons greffer du tissu musculaire d'une autre prisonnière dans votre jambe, a-t-elle expliqué. Comme si c'était une conversation normale. Comme si elle m'offrait du thé. De qui ? Ai-je demandé. Ma voix était un murmure. Peu importe, une donneuse saine, une donneuse, comme si on avait donné volontairement. Ils m'ont ouvert la jambe gauche cette fois, l'autre, la saine, celle qui marchait encore normalement. On creusait dans le muscle, créé un espace, un vide prêt à recevoir. Puis ils ont apporté le morceau, dans une coupelle en métal. Un morceau de muscle prélevé sur une femme que je ne verrai jamais, une Polonaise comme moi, une lapine comme moi, une victime comme moi. Oberhäuser a placé le muscle étranger dans ma jambe, l'a suturé à mes propres fibres, a fermé, a bandé. Maintenant nous attendons, pour voir si votre corps accepte, si les tissus fusionnent, si la greffe prend. Mon corps n'a pas accepté. L'infection est revenue, pire cette fois. La fièvre a grimpé au-delà du thermomètre.
Mon corps rejetait cette chair étrangère, combattait, se défendait. Même mutilé, même brisé, il savait reconnaître l'intrus. Oberhäuser était fasciné. Le rejet est beaucoup plus violent que prévu. Le système immunitaire féminin semble plus réactif que celui des hommes. Intéressant, intéressant. Toujours intéressant. Jamais horrible. Jamais inhumain. Jamais criminel. Juste intéressant. Ils ont retiré la greffe au 10e jour, sans anesthésie encore, parce que l'anesthésie fausse les données sur la douleur. J'ai senti chaque coup de scalpel, chaque arrachement de tissu, chaque point de suture dans la chair à vif. J'ai mordu le drap jusqu'à ce que mes dents le déchirent, jusqu'à ce que ma mâchoire craque, jusqu'à ce que ma gorge ne puisse plus hurler. Quand ils ont fini, j'avais 2 jambes mutilées, 2 jambes creuses, 2 jambes qui ne me portaient plus correctement. Cette nuit-là, Martha est venue s'asseoir près de moi. Elle aussi avait 2 jambes détruites maintenant. Il l'avait réopérée 3 fois. « Zofia, écoute-moi. » Sa voix était urgente, basse. « Nous devons nous organiser, nous cacher. Quand ils viennent chercher quelqu'un, on dit qu'elle est trop malade, qu'elle va mourir de toute façon. On protège les plus jeunes. On sacrifie les plus vieilles si nécessaire. » Sacrifier ? Pas vraiment sacrifier, mais prioriser. Sauver ce qu'on peut sauver. C'était horrible. Calculer qui méritait de vivre, qui pouvait être abandonné. Mais c'était aussi de la survie, de la résistance. Le seul pouvoir qui nous restait. Nous avons commencé à nous organiser, en secret, la nuit, échangeant des informations, des noms, des numéros. Quand Gebhardt cherchait le numéro 23512, nous disions qu'elle était morte la veille, ou transférée, ou trop infectée pour opérer. Parfois ça marchait, parfois non. Mais nous essayions. C'était tout ce qui nous restait, essayer. En novembre 1943, nous étions 74 lapines. 74 femmes dont les corps étaient devenus des champs de bataille pour la science allemande. Certaines marchaient encore, d'autres rampaient. Quelques-unes ne bougeaient plus du tout. Agnella avait 29 ans. Il lui avait pris tellement d'os qu'elle s'effondrait, littéralement. Son squelette ne la portait plus. Elle restait allongée, regardait le plafond, attendait la mort qui ne venait pas assez vite. « Pourquoi il nous garde en vie ?» demandait-elle un soir. « Pourquoi il ne nous tue pas directement ? Ce serait plus miséricordieux. »« Parce que morte, nous ne servons plus à rien, » a répondu Martha. Vivante, on peut être réutilisée, réopérée, retestée, réutilisée. Le mot résumait tout. Mais quelque chose de nouveau se tramait, nous le sentions. Des réunions secrètes entre médecins, des visiteurs en uniforme, des regards différents des gardes. Quelque chose allait changer. Le changement est venu un lundi de décembre. Gebhardt a convoqué toutes les lapines capables de marcher. Nous étions 42. Les autres étaient trop mutilées, trop infectées, trop mourantes. Les résultats de nos expériences sont concluants, a-t-il annoncé, fier, comme un professeur présentant une thèse brillante. Nous avons démontré que les greffes osseuses sont possibles même en conditions infectieuses, que les muscles peuvent être transplantés, que le corps humain féminin possède des capacités de régénération remarquables. Il a fait une pause. Nous attendions, espérant stupidement qu'il dirait « C'est fini, vous êtes libre, retournez dans vos baraquements ». Maintenant, nous passons à la phase suivante, infection contrôlée. Nous allons introduire des bactéries spécifiques dans vos plaies, observer les progressions, tester des traitements, des bactéries, des infections volontaires, comme si les infections accidentelles ne suffisaient pas. Wanda a craqué. Elle s'est mise à hurler. « Non, non, pas encore! Tuez-nous maintenant !» Les gardes l'ont frappée, jusqu'à ce qu'elle se taise, jusqu'à ce qu'elle saigne,
jusqu'à ce qu'elle comprenne que hurler ne servait à rien. Ils ont commencé par groupe de 5. Ouverture de la plaie cicatrisée, introduction de cultures bactériennes, streptocoque, staphylocoque, gangrène gazeuse parfois, la gangrène. L'odeur était indescriptible, douce et pourrie en même temps, comme des fruits trop mûrs mélangés à de la viande avariée. Les femmes infectées sentaient la mort avant même de mourir. Zofia, une autre Zofia, pas moi, a développé la gangrène dans sa jambe droite. En 3 jours, la chair est devenue noire, verte, liquide. Les bulles de gaz crépitaient sous sa peau. On entendait le bruit, comme du papier froissé, mais c'était sa chair qui se décomposait vivante. Ils l'ont amputée, sans anesthésie générale, juste un garrot, une scie, et la volonté de documenter chaque seconde de l'agonie. Elle est morte 2 jours plus tard. Choc septique. Son cœur a lâché. Oberhäuser a noté. Sujet 24 103. Décès après amputation fémorale. Temps de survie post-opératoire 48 heures. Insuffisant. Elle n'avait pas survécu assez longtemps pour leur donner. Mais nous, les lapines, nous nous organisions mieux. Martha avait créé un système. Quand un médecin demandait un numéro spécifique, nous échangions les identités. Je devenais quelqu'un d'autre devenait moi. Ça a marché 2 fois, 3 fois. Puis ils ont vérifié les tatouages, ont battu celle qui mentait, ont puni le groupe entier. 10 jours sans nourriture, pour nous apprendre l'obéissance. Mais la faim ne nous a pas brisés. Elle nous a rendus plus féroces, plus déterminés. Nous partagions nos rations quand elle revenait. Une bouchée pour toi, une pour elle. Une pour celle qui ne peut plus mâcher. Un soir de janvier 1944, une nouvelle prisonnière est arrivée au bloc 15. Pas une polonaise, une allemande, politique, communiste. Elle s'appelait Margaret. Les lapines polonaises l'ont regardée avec méfiance. Une Allemande parmi nous, une compatriote de nos bourreaux. Mais Margaret a roulé sa manche, a montré son tatouage. Je suis prisonnière comme vous. Ils vont m'opérer comme vous. Nous sommes du même côté maintenant. Elle avait raison. La douleur n'a pas de nationalité. Margaret a été opérée 3 jours plus tard. Prélèvement de 2 côtes pour tester leur transplantation dans une autre femme. Elle est revenue consciente, respirant avec difficulté, mais vivante. Cette nuit-là, elle nous a raconté quelque chose que nous ne savions pas. La guerre tourne, les Russes avancent, les Américains bombardent Berlin, l'Allemagne perd. Un murmure d'espoir a traversé le baraquement. Et si nous survivions assez longtemps? Et si la libération venait? Mais avec l'espoir est venue la terreur. Parce que nous savions, nous étions les preuves vivantes, les témoins ambulants des crimes nazis. Ils ne pouvaient pas nous laisser vivre, pas quand la défaite approchait. En février, les opérations se sont intensifiées, comme s'ils voulaient extraire le maximum de données avant la fin. 2 opérations par jour, 3 parfois. Le bloc chirurgical fonctionnait sans arrêt. Ma 3e opération est venue un jeudi. Ils voulaient tester quelque chose de nouveau, une greffe de tendon. Prélever le tendon d'Achille d'une femme, le transplanter dans mon genou. Pourquoi? Aucune raison médicale valable, juste curiosité, juste parce qu'ils le pouvaient. L'opération a duré 4 heures, sans anesthésie complète, juste une injection locale qui ne fonctionnait pas vraiment. J'ai senti chaque incision, chaque suture, chaque manipulation de mes tissus. Quand ils ont fini, mon genou était une bouillie de chair suturée, rouge, gonflée, difforme. Je ne pouvais plus le piller. Le tendon étranger ne fonctionnait pas, ne s'intégrait pas.
mourrait lentement dans mon corps qui le rejetait. Mais je vivais encore, contre toute logique, contre toute statistique. Je vivais. Les mois ont passé. Printemps 1944. Été, automne. Les bombardements se rapprochaient. On entendait les explosions la nuit, lointaines mais constantes, comme un orage qui approche. Les médecins devenaient nerveux. Ils brûlaient des documents, détruisaient des preuves. Mais ils continuaient à opérer, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière donnée. En mars 1945, la rumeur est devenue certitude. Les Russes étaient à 100 kilomètres, peut-être 50. Ravensbrück allait être libéré. Mais la nuit du 15 avril, ils sont venus nous chercher, tous les médecins, tous les gardes SS, avec des listes, des noms, des numéros. Toutes les Kaninchen, dehors, maintenant. Nous savions ce que ça voulait dire. Exécution. Élimination des preuves, des témoins, de nous. 74 femmes, certaines marchant, d'autres portées, toutes terrifiées. On nous a alignés contre un mur, dans la cour. La nuit était froide, claire, les étoiles brillaient, indifférentes. Les fusils se sont levés. Martha m'a pris la main. Ne les laisse pas nous voir pleurer. J'ai serré sa main. Mes yeux étaient secs. J'avais déjà pleuré toutes mes larmes. Il ne restait plus rien, juste de la fierté, de la rage, de la détermination à mourir debout. Les coups de feu ont éclaté, mais pas sur nous. Les coups de feu ne venaient pas des gardes devant nous. Ils venaient de derrière, du camp, des baraquements. Une révolte. Les prisonnières politiques allemandes, les communistes, les résistantes. Elles avaient attaqué, avec des pierres, des barres de fer, des mains nues, sachant qu'elles mourraient, mais créant une diversion, pour nous sauver, nous, les lapines, les preuves vivantes. Les gardes SS ont hésité, quelques secondes, assez longtemps. Certains ont couru vers la révolte, d'autres sont restés, ont tiré, mais pas sur toutes. 35 femmes sont tombées. J'ai entendu Vanda crier, puis se taire. J'ai vu Agnella s'effondrer, du sang sur sa robe rayée, sur la neige sale. Martha m'a tiré. Cours, courir, avec mes jambes mutilées, avec mon genou qui ne pliait plus, avec mes muscles arrachés. Impossible. Mais j'ai couru quand même, parce que mourir debout valait mieux que mourir à genoux, parce que 35 étaient déjà mortes, parce que leur sacrifice ne pouvait pas être vain. Nous avons couru vers les baraquements, vers le chaos, vers la fumée qui montait maintenant de plusieurs bâtiments. Les prisonnières incendiaient Ravensbrück, détruisaient les preuves que les SS voulaient détruire, mais différemment. Les gardes tiraient, certaines tombaient, d'autres continuaient. C'était le chaos, la fin du monde, l'apocalypse au féminin. Puis, les coups de feu ont cessé, brusquement. Les gardes SS fuyaient, jetaient leurs uniformes, leurs armes, couraient vers les forêts, vers l'ouest, loin des Russes qui approchaient. Le silence qui a suivi était plus terrifiant que les coups de feu. Un silence de mort, de faim, de peut-être. Nous sommes restés cachés, dans un baraquement à moitié brûlé. 39 lapines survivantes, sur les 74. 35 mortes contre le mur, leur corps encore chaud dans la neige. À l'aube du 16 avril 1945, les premiers soldats russes sont entrés dans Ravensbrück. Ils ont trouvé des milliers de femmes squelettiques, des montagnes de cadavres, des fours encore tièdes. Et nous, les lapines, avec nos jambes tordues, nos cicatrices monstrueuses, nos corps transformés en atlas médical de l'horreur. Un médecin militaire russe m'a examiné. Il avait 25 ans peut-être. Il a soulevé ma robe, a vu mes jambes, ses mains se sont mises à trembler. « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» Je lui ai raconté. Tout.
Les greffes, les prélèvements, les infections volontaires, Gebhardt, Fischer, Oberhäuser, les noms, les dates, les détails. Il a vomi, puis il a pleuré. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Ne soyez pas désolés. Témoignez, racontez au monde. Il a promis. On nous a transférés dans un hôpital, un vrai, avec des vrais médecins, qui soignaient au lieu de mutiler. Mais nos corps étaient trop détruits. Certaines blessures ne guérissent jamais. Martha est morte 3 semaines après la libération. Son corps n'a pas supporté la liberté. Trop de chirurgie, trop d'infections, trop de douleurs accumulées. Elle s'est éteinte doucement, en souriant. Nous avons gagné, Zofia. Nous avons survécu assez longtemps. En octobre 1946, on m'a convoquée à Nuremberg pour le procès des médecins. Gebhardt était là, Fischer aussi, Oberhäuser. 23 accusés au total. Je suis entrée dans la salle du tribunal en boitant. Mes 2 jambes ne fonctionnaient plus correctement, ne fonctionneraient jamais plus. J'ai remonté ma robe devant la cour, montré mes cicatrices, mes muscles manquants, mes os difformes. Voilà ce qu'ils ont fait, au nom de la science, au nom du progrès médical allemand. Gebhardt me regardait, sans honte, sans regret, juste de la curiosité froide, comme si j'étais encore un sujet d'étude. « Vous regrettez quelque chose ?» a demandé le procureur. « Je regrette, a-t-il répondu calmement, de ne pas avoir eu plus de temps, plus de sujets. Nous étions si proches de découvertes majeures. » La salle est restée silencieuse, stupéfaite. Cet homme ne comprenait pas, ne comprendrait jamais. Il a été condamné à mort, pendu le 2 juin 1948. Fischer a eu la perpétuité. Mais libéré en 1954, 6 ans pour des centaines de femmes mutilées. Et Oberhäuser, elle, la femme médecin, 20 ans de prison, libérée en 1952, 10 ans seulement. Elle a repris la pratique médicale, médecin de famille près de Kiel, jusqu'en 1956, jusqu'à ce qu'une survivante la reconnaisse, la dénonce. Elle n'a jamais été réincarcérée, a vécu tranquillement jusqu'à sa mort en 1978, 65 ans, dans son lit, paisiblement. Moi, je vis toujours. J'ai 106 ans maintenant. La dernière lapine vivante. Toutes les autres sont mortes. Cancer, infection chronique, suicide, vieillesse. Ma jambe gauche ne se plie toujours pas. Ma jambe droite me fait souffrir chaque jour. J'ai subi 17 opérations reconstructives après la guerre pour essayer de réparer, de reconstruire, d'effacer. On ne peut pas effacer. Hier soir, ma petite fille m'a demandé pourquoi je ne portais jamais de jupe, pourquoi toujours des pantalons longs, même en été. Parce que mes jambes racontent une histoire que je ne veux pas montrer tout le temps. Quelle histoire, Babtcha ? L'histoire de ce qui arrive quand la science oublie l'humanité, quand les médecins deviennent des bourreaux, quand le progrès justifie tout. Je lui ai montré mes cicatrices, mes déformations, mes jambes qui ne sont plus vraiment les miennes. Elle a pleuré. Ça fait encore mal ? Oui, physiquement, mais surtout ici. J'ai touché ma poitrine. La douleur dans le corps, on s'y habitue. La douleur dans l'âme ne part jamais. Je témoigne encore, dans les écoles, les universités, les conférences médicales, surtout les conférences médicales, pour rappeler aux futurs médecins. Le serment d'Hippocrate existe pour une raison. D'abord, ne pas nuire. Gebhardt, Fischer, Oberhäuser ont violé ce serment, des centaines de fois, sur des centaines de femmes, au nom de la science, au nom du savoir, au nom de rien qui vaille une vie humaine. 74 lapines, 35 exécutés,
39 survivantes initiales. Aujourd'hui, je suis seule. Je porte leurs noms en moi. Martha, Vanda, Agnella, Elena, Christina, Jadwiga, les 2 Zofia, Margaret, toutes. Leurs corps ont été détruits, mais leurs histoires survivent, à travers moi, à travers mes mots, à travers mes jambes tordues qui témoignent encore. La science sans conscience est la ruine de l'âme. Rabelais l'a écrit au XVIe siècle. Nous l'avons prouvé au XXe, avec notre chair, avec notre sang, avec nos os volés et greffés et brisés. Ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. Ne nous oubliez jamais, parce que les monstres ne portent pas toujours des uniformes noirs. Parfois, ils portent des blouses blanches. Parfois, ils ont des diplômes. Parfois, ils parlent de progrès et d'avancée. Mais ils restent des monstres. Je m'appelle Zofia Moczka, numéro 23417, Lapine de Ravensbrück. Survivante, témoin. Et tant que je respire, elles ne sont pas oubliées. Les 74, les mutilés, les sacrifiés, les cobayes. Nous étions des femmes, pas du matériel expérimental. Souvenez-vous.